Donc, merci à tout le monde, merci à Sphère de me donner la parole devant vous et merci à vous d'être là. Donc, voilà, je suis Thomas, je suis le CTO d'Adalong, qui est une startup qui est depuis 2 ans à Station F. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe il y a quelques mois simplement, donc tout ce que vous allez voir dans ces slides, c'est plutôt à mettre au crédit des anciens d'Adalong, si je puis le dire. Donc Adalong, qu'est-ce que c'est brièvement? Ça va être une plateforme SaaS qui va permettre aux marques d'activer leur communauté de fans en mettant en avant le contenu visuel qui est créé par ces fans et qui est publié sur les différents réseaux sociaux. Alors concrètement, en termes de produits, qu'est-ce que ça veut dire? On va être un hub qui va centraliser la collecte des images depuis tous ces réseaux sociaux, qui va ensuite pouvoir organiser automatiquement ces images-là par reconnaissance visuelle en certaines thématiques, pour ensuite faciliter leur diffusion sur tous les canaux qui intéressent les marques, donc c'est-à-dire leur site e-commerce, leur application mobile, leur magasin ou encore les réseaux sociaux. Donc, au cœur un peu de notre application, il y a cette collecte d'images et cette catégorisation d'images. Donc, on a une interface qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait voir dans Pinterest et qui va permettre de regrouper différentes images par thème visuel. Donc, ça peut être des thèmes produits, comme ce qu'on voit à gauche, ça peut être des ambiances, comme ce qu'on voit à droite, ça peut être des poses particulières, ça peut être des lieux. Et une fois que nos clients ont vraiment organisé tout le contenu qui les intéresse, il va pouvoir les rediffuser là où ça a le plus de valeur pour lui. Donc à gauche, on a par exemple NYX, qui est une marque de maquillage hyper active sur les réseaux sociaux, donc avec une communauté qui est hyper créative et qui veut chaque fois mettre en avant leur création. Donc, notre solution, ça va permettre de trouver le bon contenu parmi des millions de contenus qui sont postés sur Instagram pour pouvoir ensuite les mettre en avant sur les réseaux sociaux. On a un exemple un peu différent à droite avec Decathlon qui veut enrichir leur fiche produit de photos de leurs produits en usage. Donc vraiment par des vrais gens, donc pas des photos shooting, c'est des vrais utilisateurs qui ont utilisé ce hamac-là, qui veulent simplement montrer ce qu'ils ont fait. Et Decathlon est content de pouvoir illustrer ses fiches produits avec ces images. Donc voilà pour le produit. Je pense que c'est assez clair. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Je vais continuer plutôt sur la partie technique parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Donc grosso modo, on va vous montrer ce qu'une startup un peu typique de Station F, donc qui a à peu près 2 ans d'existence, qui n'avait pas forcément d'expérience avec GCP au départ et qui a commencé avec une équipe de développeurs assez petite, plutôt junior, a pu faire en utilisant du coup tous les services de GCP. Alors déjà évidemment, quand on maîtrise pas nécessairement ces environnements cloud, c'est peut-être un peu intimidant au départ de se lancer dedans. C'est vrai que c'est parmi les providers que j'ai pu tester, c'est quand même peut-être celui qui a l'approche la moins difficile. Ça s'intègre déjà directement avec G Suite, ce qui n'est pas forcément mal pour tout ce qui est autorisation, pour tout le contrôle d'accès. Il y a des petits trucs un peu sympas. Bon, il y a une CLI qui est plutôt plus sympa que ce que fait la concurrence. On a des petits gimmicks qui sont sympas aussi, comme le fait de pouvoir SSH directement depuis sa console, bon, tout ce que vous venez de voir. On a aussi une courbe d'apprentissage qui est plutôt plus douce, je trouve, qu'avec d'autres cloud providers. Et ça, c'est surtout dû au support que Google ou Sphere va être capable de nous donner. Donc nous, on est de Google Tech Partner, par exemple. Ça nous permet d'accéder à toute une liste de cours sur Coursera pour que l'équipe puisse monter assez vite. Et on a eu vraiment un bon support de la part de Sphere, de la part de Google, pour monter en compétences. Et ça, pour ceux qui ont travaillé avec certains autres cloud providers, par exemple Amazon, pour ne pas les nommer, ce n'est pas forcément aussi simple. Alors, pour vous décrire un petit peu les produits qu'on a utilisés, je vais vous montrer, on va dire rapidement, un schéma d'ensemble de notre infrastructure. Donc, on a une infrastructure qui est relativement, un stack qui est relativement classique, où on va avoir toute on va dire des composants d'ingestion sur la gauche du schéma,
qui vont nous permettre de récolter les médias issus des réseaux sociaux, de les faire transiter par un pipeline de processing de données et d'extraction de labels par reconnaissance d'image, avant d'ingérer tout ça dans notre moteur de recherche. Et de l'autre côté, à droite, on va avoir toute la stack web qui va se nourrir de ce moteur de recherche, qui va avoir sa base de données et qui va afficher ce qui doit être affiché sur le front-end. Donc c'est assez simple, mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est quand même un stack qui est assez complet. C'est-à-dire que là, on se parle de 2-3 développeurs qui doivent à la fois gérer des composants de data engineering, qui doivent scaler quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'images à traiter, des composants ML, et bien sûr des composants web avec le back-end, le front-end, etc. Donc il y a plus de sujets à traiter que de développeurs dans ce cas-là. Alors, je vais zoomer peut-être un peu sur la partie ingestion, qui est assez intéressante, puisque c'est là qu'on va pouvoir vraiment avoir une architecture qui tire à fond profit de ce qu'on a sur GCP. Alors, je dirais que la colonne vertébrale de notre ingestion de données, c'est le message bus. Donc pour ça, on utilise PubSub. Et on va avoir du coup des composants qui vont ingérer des données depuis les réseaux sociaux, qui vont les faire transiter dans le message bus. Et à partir de là, il y aura plusieurs on va dire, process de traitement d'images qui vont avoir lieu. Ces process de traitement d'images, ils vont avoir lieu donc soit dans des Cloud Functions, soit dans des VM qui sont regroupés au sein d'instances groupes, ce qui va leur permettre de scaler assez facilement. En fait, il suffit de brancher, on va dire, ces instance groups sur Stackdriver, qui est l'outil de monitoring de GCP, et on va pouvoir assez facilement dire quand il y a une load qui est trop forte, par exemple, spawn d'autres VM. Et enfin et surtout, ce qui est vraiment ce qui nous a permis d'avancer très très vite dans cette stack, c'est Cloud Vision API et Cloud ML, en gros tous les composants ML que propose Google, et qui nous a permis de bootstrapper, on va dire, notre reconnaissance d'image hyper rapidement. Bon, évidemment, ça c'est pour les reconnaissances d'images les plus simples. Pour tout ce qui est un peu plus custom, on développe nos propres algos et nos propres modèles en TensorFlow, et on les déploie justement dans ces instance groups. Donc, une fois que tout ce traitement est fait, on ingère ces données dans notre moteur de recherche qui est Elasticsearch, et qui, lui, pour le coup, n'est pas managé directement par GCP, mais il est managé par Elastic. Donc c'est une offre conjointe entre GCP et Elastic. GCP s'occupe des serveurs et Elastic s'occupe du soft. Et ça, on verra dans les slides suivants que ce n'est pas forcément un scénario qui est 100% idéal. Donc, nous, on a vraiment pu profiter de l'offre GCP dans la partie ingestion, surtout sur ces 3 volets-là. Donc, je ne sais pas, qui ici a déjà eu à opérer Kafka, par exemple, ou Kinesis, même. Kinesis, pas du tout. Alors, Kafka, en tout cas, c'est pour ceux qui ont eu à le faire, c'est quand même assez lourd à opérer. Vous allez voir que dès qu'il y a un peu de volume, il faut quasiment une équipe pour s'occuper de ces opérations, s'assurer que ça marche tout le temps. Et le scaling d'un cluster Kafka, ce n'est pas quelque chose de simple. Là, alors je sais que ce n'est pas exactement les mêmes fonctionnalités que Kafka, mais grosso modo, pour un fonctionnement qui, dans notre cas, est un peu similaire, on a quand même quelque chose qui est robuste, qui scale, on va dire, sans trop de problèmes, et qui est vraiment un pur service. Ça nous a vraiment beaucoup aidé, parce qu'on n'avait pas forcément une équipe à dédier pour ça. Tout ce qui est data processing, ça a scalé assez rapidement, comme on l'a dit, grâce aux Cloud Functions et les instance groups. Ça, c'est un point qui est hyper important pour nous, parce qu'on a quand même du volume, on a quand même pas mal de volume à traiter, puisqu'on est en train de se parler de comptes Instagram de grandes marques, donc qui peuvent vraiment drainer des millions d'images. Et c'est aussi des loads qui sont assez imprévisibles, parce qu'on ne sait jamais trop sur les réseaux sociaux quand est-ce qu'il va y avoir un burst d'activité sur un sujet trendy. Donc nous, on n'a pas forcément l'argent ni le nombre de clients nécessaires pour se faire une infrastructure immense, surdimensionnée pour pouvoir gérer ces spikes. Et on est plutôt très content de pouvoir setuper facilement une infrastructure data engineering qui soit assez élastique. Et bien sûr, enfin, c'est le plus important, c'est ce qu'on disait, c'est les composants IA qui nous ont permis de faire de la reconnaissance d'images hyper simplement et sortir un produit en un temps record. La partie web, quant à elle,
est un petit peu plus traditionnel, on va dire. C'est un ensemble de services qui tourne dans Kubernetes, qui est backé pour des raisons historiques par MongoDB et qui est managé du coup un peu de la même manière qu'Elastic, c'est-à-dire que c'est une offre conjointe qui est faite entre Mongo, donc Mongo Atlas, et GCP. Le front-end est déployé sur Firebase. Et on va voir aussi que ça a pu nous faciliter un peu la vie. Et notre API publique est gérée par une API Gateway qui fonctionne en fait avec un composant open source qui s'appelle Kong, qui marche super bien avec Kubernetes. Donc ça s'intègre assez naturellement avec notre stack. Donc Firebase, ça nous a aidé principalement pour tout ce qui est authentification, parce que ce n'est pas forcément un sujet sur lequel il y a beaucoup de startups qui ont envie de passer énormément de temps. C'est jamais une source de revenus, c'est toujours une source de coûts, ce truc. Donc, plus vite on peut l'écarter, mieux c'est. Donc, Firebase nous donne tous les composants qui permettent de faire ça assez rapidement. Et bien sûr, on fait tourner nos services dans Kubernetes qui est managé par on va dire ceux qui savent le mieux s'en servir, ce qui nous rassure pas mal, puisque c'est déjà une bête qui est assez compliquée à prendre en main en soi. Si en plus on doit se poser des questions pour l'opérer de manière fiable, on ne va pas s'en sortir. Donc ça nous a pas mal aidé dans nos déploiements. Alors malgré ça, je ne suis pas là pour vous dire simplement que tout est super, même si grosso modo c'est un peu le cas. Il y a quand même on a 2-3 petites notes dans notre cahier de doléances quand même. Et notamment tout ce qui concerne la qualité de vie du développeur applicatif. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est propre à GCP, et je dirais même que GCP s'en tire plutôt mieux que ses concurrents dans ce domaine. Mais il faut dire que le cloud, c'est fantastique pour plein de raisons qui ont été énumérées auparavant. C'est notamment super pour toute la partie Ops. Pour toute la partie dev, c'est un peu moins super parce que quand on compare, on va dire, l'expérience d'un développeur qui était habitué à faire grandir sa petite application monolithique backée par une ou deux bases de données et qui avait son environnement qui était facilement reproductible, soit en local, soit sur sa CI, etc., ça devient beaucoup plus dur à faire quand on a des dizaines de services qui ne sont pas forcément émulables et qui font partie de notre stack désormais. Donc là, il y a un petit challenge, je pense, qui n'est pas complètement adressé, qui va sûrement l'être dans les années à venir, on espère. Il n'y a pas forcément, alors ça c'est plus propre à GCP, tous les services qui sont disponibles dans la concurrence. Voilà, donc Mongo et Elasticsearch par exemple sont disponibles sur AWS, ce n'est pas forcément le cas chez Google. L'ennui avec ces services managés par des tiers, c'est qu'ils ne font pas partie vraiment de la même enveloppe de billing que ce qu'on a dans GCP. C'est un peu plus compliqué à gérer. On ne peut pas forcément optimiser, on va dire, ces ressources de la même manière qu'on peut le faire si c'était directement géré dans GCP. C'est des problématiques de sécurité supplémentaires, donc, notamment pour Elasticsearch, qui est quand même pas super génial de ce point de vue-là. Donc voilà, on aimerait simplement qu'il y ait encore un peu plus de services managés, donc notamment open source, dans la galaxie GCP. On a une console web qui n'est pas forcément tout le temps complète. Bon, ça, c'est pas très très grave, puisque comme l'a dit le précédent speaker, c'est de toute façon pas comme ça qu'on a envie de déployer notre infrastructure. Ce qui est un peu plus grave, par contre, c'est que nous, on a trouvé que pour une équipe qui avait besoin de produire vite et qui était un petit peu junior sur les sujets opérations, il y a des défauts de sécurité dans GCP qui ne sont pas forcément tout le temps idéaux. Alors, c'est peut-être dû au fait qu'il y a un arbitrage à faire entre la praticité, on va dire, la vélocité et la sécurité, mais on a trouvé qu'il y avait des choix qui, par défaut, qui étaient un peu légers, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais par contre, on pourra parler de ces points-là en particulier un peu plus tard dans le cocktail. Malgré tout, on est quand même super content de continuer à travailler sur GCP, et notamment, il y a quelques points qu'on aimerait creuser un peu plus, notamment tout ce qui est au niveau de l'IA, puisque l'offre GCP a quand même pas mal évolué ces dernières semaines même, ces derniers mois, avec de nouveaux services qui apparaissent un peu tout le temps. Donc, par exemple, des services de
labelling sur les vidéos, des services de labelling automatique et des services d'inférence serverless dont on parlera sûrement un peu plus tard dans l'après-midi. Et bien sûr, on aimerait tirer profit des, on va dire, des éléments purement différenciants de Google sur l'IA, au premier chef desquels, bien sûr, les TPU. Sur le data engineering, on aimerait utiliser aussi pas mal plus de produits emblématiques de Google, au premier chef desquels BigQuery, qui va nous permettre du coup de pouvoir créer des insights à partir de la masse des médias qu'on a de manière assez simple. Et peut-être aussi qu'on considérait utiliser Dataflow pour rationaliser un petit peu toute la partie ingestion de données. On s'intéresse aussi pas mal à, on va dire, à tous les produits qui sont connexes à la containerisation chez Google, en particulier peut-être Cloud Run, voir un petit peu quelles sont les nouveautés là-dedans, voir s'il y a quelque chose d'utilisable pour nous, mais surtout approfondir notre utilisation de Kubernetes, notamment pour nous permettre d'avoir, on va dire, un mix d'instances derrière qui va être plus économique pour nous, quoi. Voilà, donc en conclusion, je dirais que les bonnes choses de Google qui nous ont permis de faire sortir de terre notre application rapidement, c'est déjà, on va dire, tout ce cocktail de services un peu serverless qu'on n'a pas forcément à manager, qu'on n'a pas à surveiller tous les jours, voir s'il marche encore. Et en premier lieu desquels, on va dire, les services IA et les services data engineering, qui sont absolument uniques, on va dire, sur le marché aujourd'hui, et qui nous permettent de sortir quelque chose qui, franchement, n'aurait pas été forcément possible de faire il y a quelques années avec les mêmes ressources, et qui impressionne franchement nos clients, quoi, on va dire. Quand on leur dit, voilà, on a été capable de traiter tant de millions d'images et de pouvoir les catégoriser en quelques mois, ça fait son petit effet et en tout cas pour nous, ça nous permet de vendre notre produit assez facilement. Sur ce qui est un peu moins bien, faites attention quand même à la sécurité, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est bête de le dire, mais on peut vite se tirer des balles dans le pied avec, je pense, avec ces cloud providers, notamment avec GCP. Et tout n'est pas encore développeur friendly. Bon, ça va arriver, je pense. Et pour ce qui est des petits conseils qu'on pourrait donner du haut de nos 2 ans d'expérience avec GCP, c'est déjà de vous faire épauler de gens qui ont un peu d'expérience là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un écosystème qui est extrêmement riche, et c'est facile de se tromper. Donc, nous, on a un peu résolu le problème en embauchant des gens très seniors dans le domaine, mais c'est des ressources qui sont un peu compliquées à trouver. Donc, si c'est pas votre cas, parlez à Sphère, parlez à Google et faites-vous aider, parce qu'on a vite fait de faire des bêtises. Et les bêtises, d'ailleurs, peuvent coûter assez cher dans un environnement où le billing est plugué automatiquement sur les services qu'on utilise, donc les bêtises peuvent coûter cher. Il y a beaucoup de choses qui sortent, donc ça vaut le coup de faire un effort conscient pour se maintenir au courant de ce qui se passe. Ne concevez pas des architectures sur votre connaissance de GCP d'il y a 3 ou 4 ans, parce que ça évolue tout le temps. Donc c'est pas mal de se tenir un peu au courant de ce qui se fait. Mais de ne pas quand même sauter sur tous les nouveaux produits qui ont l'air sympas et qui sortent en bêta. Parce que l'expérience prouve qu'il y a toujours un petit caillou dans la chaussure quand on essaye d'adopter ces offres-là en production. Et ça vaut le coup de toujours poker toute nouvelle feature qu'on aimerait mettre dans notre stack. Même si sur le papier, ça paraît génialissime. Voilà, donc c'était le bref retour d'expérience que j'avais à dire.